Il y a le principe de l'égalité face au smart contract qui pour moi est une révolution. Parce que jamais dans l'histoire financière, on a traité de la même manière un roi et un paysan. Sans la planche à billets, ils sont morts. C'est-à-dire que s'ils perdent ce contrôle de il y a un problème, j'appuie sur le bouton, il y a des nouveaux billets qui sortent de nulle part, que je peux distribuer comme si c'était magique pour payer ça, les subventions, rembourser les copains qui sinon auraient fait faillite, etc. S'ils perdent ça, en fait ils perdent tout. Bienvenue dans ce nouveau format entrée, plat, dessert sur Cryptos. Vous connaissez bien évidemment, je ne le nomme plus mais je ne le présente plus non plus, Marc Zeller. Bonsoir Marc. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être à Angers, merci d'être à cette table pour parler finances décentralisées avec nos invités, pour parler crypto-monnaie en général, pour avoir un format un petit peu plus détendu. On va essayer de vulgariser les choses, on va essayer de rentrer dans les détails au fur et à mesure du repas et on se retrouvera à la fin de l'émission tous les deux en face-to-face pour aller gratter un petit peu les entraves de la finance décentralisée. Je découvre la ville d'Angers, c'est la deuxième fois que je viens de ma vie. Et merci au restaurant qui nous accueille. Merci à la cour effectivement de nous accueillir pour des énergumènes comme nous. On est avec trois invités qui connaissent plus ou moins la finance décentralisée, plus ou moins la crypto, avec Mathéo. Salut Mathéo. Bonjour. Étudiant en BTP. Exactement, Mathéo qui est étudiant, qui est un petit peu dans la DeFi mais gentiment. Gentiment, très gentiment. Ça démarre, on va voir un petit peu où on est rendu. On est avec Steve. Ouais, exact. Steve, je suis angevin, j'ai 40 ans, bientôt 40 ans. Je bosse dans une boîte qui s'appelle Playmoeb, chez mes collègues d'ailleurs. Voilà, je suis dans la crypto-monnaie depuis 2014 et j'ai découvert la finance décentralisée en 1 an et demi, 2 ans maintenant. Ouais, donc on a un vrai connaisseur ici, un peu moins connaisseur là, ça va être amusant justement de croiser les regards et les questions. Et puis Étienne qui connaît un peu la DeFi aussi. Je suis connaisseur comment du coup moi? Toi t'es au milieu justement, c'est entre les intermédiaires. J'attendais de t'entendre dire. Moi je suis Étienne, j'ai 36 ans, je suis angevin d'adoption depuis 4 ans maintenant. Ouais. Je suis le dessinateur de comic strip pour ceux qui connaissent, pour les devs qui regardent. Et j'ai co-monté avec mon ami Arnaud un studio d'animation traditionnel 2D qui a vocation de proposer, de rendre accessible l'animation format court d'animation 2D traditionnelle. Donc image par image, pas encore 3D, des choses comme ça. Et moi je suis arrivé à la crypto par curiosité de fait de faire des strips sur le monde des devs. Un repas de famille où les mecs ils disaient c'était passé de $400 à $4000, c'était trop tard. Il est là le repas de famille. Ouais. Et déjà en 2015, c'est trop tard pour entrer dans la crypto et aujourd'hui on est en 2022 et on connaît la suite. Voilà, on connaît la suite. Donc, et je suis arrivé dans la DeFi plus particulier parce que c'est pour ça que Marc est là, grâce à toi Valentin. Dans une rencontre IRL, un apéro, et tu m'as parlé de ça et ça m'a tout convaincu, ouais, complètement. Très bien. On va pouvoir continuer de discuter de ça avec Marc Zeller qui travaille chez AV, qui en gros pour ceux qui ne te connaissent pas, qui s'occupe de l'intégration de toutes les propositions, de la gouvernance d'AV. Si on ne comprend pas forcément tout ce que c'est, on va y arriver gentiment, mais en tout cas voilà, l'un des plus gros protocoles de la DeFi aujourd'hui. Le plus gros. Le plus gros, allez je te le laisse. Allez, je te le laisse. Si tu veux, je te le laisse. En tout cas, nous allons pouvoir commencer à déguster ce premier mets que vous avez choisi, qui a l'air délicieux, un velouté ici, et puis ici un peu de saumon. Bon appétit, messieurs. Merci. Je vous laisse gentiment déguster ce petit repas. Et pour démarrer, parce qu'effectivement, alors toi, Mathéo, en vérité, la DeFi, tu l'as fait un petit peu à travers crypto.com. Ouais, c'est ça. En gros, tu fais du déplacement sur 3 mois maximum, avec soit des taux à peu près 8% sur du Polkadot. Et en USDC, je suis à peu près à 10%. J'essaye de placer ça, de mettre de côté. Mais je ne sais pas si je peux avoir un peu plus de rendement sur une autre banque que Crypto.com. Ça c'est un point qui est hyper intéressant. Parce que Crypto.com, c'est. Moi je suis un maximaliste repenti, c'est un peu mon truc dans ce moment. C'est une grande phrase comme ça. Voilà, c'est quoi déjà cette phrase? C'est ça, je suis un maximaliste repenti. Non, c'est le maximalisme n'induit que la minimalisme des opportunités. Exactement. C'est simple, je t'écoute trop. Non, elle n'est pas simple, mais elle est belle. Elle est belle. Parce qu'il a été quand même très Ethereum maximaliste, maintenant il parle de toutes les chaînes. Moi j'étais vraiment un ayatollah, vraiment un taliban de la décentralisation, dans le sens où il faut avoir son propre nœud sur sa propre blockchain, il faut interagir soi-même avec les protocoles, les smart contracts, puisqu'il y a une vision, il y a un peu un ethos de la décentralisation dans ce qu'on monte dans la finance décentralisée, mais même en général.
qui fait que les bitcoiners, quand ils sont arrivés, c'était vraiment be your own bank, c'est soyez votre propre banque. On supprime les intermédiaires, on a une relation directe avec les protocoles, etc. Et du coup, on supprime aussi les commissions, on a les choses les plus efficaces possibles. Et donc moi, j'étais un petit peu dur sur les intermédiaires qui, en fait, on les supprime jamais parce qu'il y a toujours une plus-value, un service. Et j'étais un peu dur sur ces intermédiaires comme crypto.com qui vont aller à ta place, aller déposer sur ces fameux protocoles. Par le simple fait que économiquement, forcément, puisqu'il existe, il y a une économie, tu ne vas pas gagner le même montant en interagissant directement dans la DeFi que dans crypto.com. Sauf que ce que tu payes, en fait, c'est un service. C'est un service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est pragmatique, tout le monde n'est pas développeur, tout le monde n'est pas ingénieur, il faut bien commencer quelque part. Et ce qui m'a fait un peu changer la vie là-dessus, c'est de se dire, il y a un mur quand tu rentres dans les cryptos. Il y a cet obstacle il y a un jargon, c'est technique, il y a plein de choses à comprendre, il faut s'y connaître. Tu l'as dit récemment, c'est de l'ingénierie, c'est du code, c'est de la politique, c'est de l'économie, c'est de la finance, c'est de la philosophie. Ça touche à tout. C'est un concept global qui peut faire peur aussi, dans le sens où c'est plein de trucs sur lesquels la plupart des gens ne sont pas à l'aise. Les gens n'apprennent pas ça à l'école, tous ces concepts qui sont un peu touchés par la blockchain en général. Et je trouve que les portes d'entrée comme crypto.com, au final, c'est pas si mal. J'appelle de mes voeux que les gens qui commencent là, et ce serait bien peut-être que dans 5 ans, tu interagisses directement. C'est une trajectoire qui est intéressante, je pense, et de toute façon qui sera plus profitable, puisque moins tu as d'intermédiaires au milieu, plus les profits seront élevés, entre guillemets, puisque tu n'as pas de commission à payer, tout simplement. Mais je comprends aussi, j'ai appris à accepter que 98% des gens, ils seront contents avec un service simple, et c'est tant pis qu'au lieu de gagner, là tu gagnes 8%, peut-être que tu vas gagner 12% en direct, mais peut-être que 8% c'est déjà 16 ans de livret A par an, c'est déjà pas mal, comparé à la finance traditionnelle. Donc voilà. Mais après, ça dépend beaucoup. Là, tu parles effectivement d'un point de vue investissement. Tu es étudiant, tu as un peu d'argent, tu veux créer une source de revenus supplémentaire ou une source de revenus primaire, parce que si tu es étudiant, tu n'as pas forcément de travail. Mais là où ça peut être intéressant, c'est de parler peut-être avant même de tout ça, de la philosophie de la DeFi. Parce que vous, les gars, vous êtes aussi dans la finance décentralisée, vous avez peut-être plus vos MetaMask, vous vous connectez directement et tout, c'est ça qui est intéressant. Mais je sais pas, Étienne, ta définition je dois être de la finance intermédiaire par rapport à Steve qui est au-dessus. Moi, je suis MetaMask, mais par exemple, ta définition de la finance décentralisée, c'est quoi? C'est la lutte, la rébellion. Non, c'est passé à côté. Quand tu me l'avais présenté, ça m'avait vraiment parlé comme ça. Parce qu'on peut avoir politiquement, même si on ne parlera pas de politique ce midi, politiquement, ça me plaît le fait d'être indépendant. Et dans tous les domaines de la vie, d'être indépendant, ça me plaît. Et donc dans la finance, puisqu'en plus la finance décentralisée, ce n'est pas que du placement d'argent et des flux financiers, ça peut être aussi de l'assurance, des choses comme ça. Donc toutes les choses qui aujourd'hui peuvent être agacées au quotidien, parce que tu es obligé d'assurer ta bagnole, tu te sens toujours un petit peu lésé, parce que du coup, tu signes un contrat très précis avec ton assureur sur comment il va te rembourser ta bagnole quand tu vas te taper un sanglier et tout. Et finalement, il trouve son métier, l'assureur. Il a deux métiers, il est actuaire, et donc ça veut dire qu'il essaye de valoriser et de chiffrer le risque qu'il prend. Et en fait, ça c'est fake, parce qu'en fait, après, son autre métier, c'est de tout faire pour pas te rembourser. Et dans la finance centralisée, avec le principe des smart contracts et tout, clairement, c'est ficelé dans le code. Et voilà, il n'y a pas d'arnaque, c'est ça. Le contrat, et limite, si tu te casses les dents parce que tu n'avais pas compris le contrat, c'est ton problème parce que tu n'avais pas compris le contrat. C'est pas une réinterprétation après par l'assureur. Moi, je trouve que c'est un point qui est hyper important, c'est prévisible. Le code s'exécute de la manière dont il a été écrit et ce code est accessible à tous. Alors, certainement, pour lire du code informatique, c'est pas accessible à tous, mais on ne peut pas avoir A produit B, mais en fait non, c'est parce que sur telle clause du contrat, il y a une jurisprudence qu'on peut faire marcher et au final on aura un acteur qui sera qui aura un bénéfice supérieur à un autre. Il y a ce principe de la finance décentralisée d'égalité face au protocole, qu'on ait $100 ou $1 million,
pour moi, est vraiment le game changer. Il y a un autre point aussi, moi, qui n'est pas assez soulevé, je trouve, c'est le fait que ça soit quand même super souple sur les délais, par exemple. Tu parlais d'assurance, si on veut s'assurer, on le fait en 30 secondes et on peut le faire pour 30 secondes. Et surtout, tu parlais du métier d'actuaire, mais comme toutes les données sont publiques dans une blockchain publique, toutes les données de marché, tous les utilisateurs, on ne va pas avoir l'identité des gens, puisqu'une blockchain n'est pas anonyme mais pseudonyme. Donc on n'est pas tous les gens qui sont encore au stade la blockchain, c'est pour le blanchiment d'argent, etc. Bon, je pense qu'en 2022, on ne va pas revenir sur ces débats parce qu'on sait maintenant que une blockchain, c'est le pire moyen possible de faire des activités illégales. Mais comme on a toutes ces données, comme on a tout ce volume, etc., c'est plus facile d'aller faire des analyses et d'avoir une prédictibilité un peu plus précise. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le monde, même de la finance, où c'est un peu du doigt mouillé. Parce que on n'a pas accès à tout. On ne sait pas exactement ce qui se passe. C'est aussi des mesures qui sont faites sur des métriques qui sont complètement asynchrones. Et sur des modèles, des algorithmes qui se basent sur du peut-être. Oui, oui. Et en permanence, notamment dans la finance, on l'a vu donc, avec toutes les crises qui précèdent, même les plus grosses, qui est en permanence backupées par les gouvernements, quoi. En permanence. Genre c'est pas bien, t'as fait une bêtise mon chéri, mais bon allez, je te redonne ton argent de poche, tu peux recommencer pour repartir à zéro. Dans la finance décentralisée, même dans la finance, dans la crypto en règle générale, si tout disparaît, il n'y a personne qui va venir remettre, allez on remet à zéro les gars, c'était que du code, on remet les bitcoins qu'ils étaient et tout. Ça disparaît pour de Il y a vrai. de la sélection naturelle qui se fait. Alors il y a un exemple à ça, les bitcoiners aiment bien le rappeler. Un contre-exemple, puisque au début d'Ethereum, en 2016, à l'été 2016, il y a eu un énorme smart contract qui s'appelait la DAO, où il y a eu une erreur technique qui a amené à une grande partie des Ethers qui ont été volés entre guillemets. Ça dépend de comment on voit les choses. Et là, Ethereum, en tout cas la communauté Ethereum a décidé de dire on le refera plus, mais pour ce cas-là, on était au début. Allez on refait. Ouais. On revient en arrière, on fait comme Ouais, si c'est ça. c'était rien passé. Match nul. C'était un cas très spécifique. Ça, on parlait d'éthos au tout début, de valeur. Ça, par exemple, dans la communauté Bitcoin, c'est franchir la ligne. Drapeau rouge. Franchir la ligne par rapport aux choses. Et aujourd'hui, ce serait inenvisageable. Mais après, il y a des saves aussi dans la crypto-monnaie parce que je sais qu'Étienne, Ouais. c'est le premier truc que tu m'avais raconté. On se sent plus ou moins fort en fonction du moment du marché, Ouais. et plus ou moins fort en fonction des connaissances. Bah, en fait, là, j'ai envie de parler de plein de choses, toi. Tiens, alors, je mange mon cheesecake. Parce qu'ils savent pas, mais on mange un cheesecake au saumon. Est-ce que c'est bon? Qui est super C'est bon. très bien. Ouais. Ouais. Très très bien. Et on boit du jus de pomme. Je sais pas pourquoi ils appellent ça cheesecake, ça s'appelle un shortbread, ça, non? Le biscuit, mais le shortbread. On demandera à Chef Custo. On l'appellera tout à l'heure pour le féliciter et lui demander pourquoi ça s'appelle un Et je cheesecake. trouvais ça Mais en intéressant tout cas, c'est que délicieux. tu nous demandes ce qu'on utilise dans la DeFi, mais vu qu'on est à l'entrée, tu disais que ça allait être crescendo. Ouais, tout à fait. Mais toi, parce que moi, comment j'ai découvert la DeFi, je le redis, c'est avec toi, une discussion, Ouais. une longue discussion d'une première fois. Et parce que j'utilisais eToro, moi, qui est un broker hyper pratique. Et clairement, quand tu parlais tout à l'heure du fait qu'il y avait des solutions pour les gens qui avaient juste un petit peu d'argent à mettre, qui est vraiment l'interface d'eToro, je ne sais pas si vous connaissez, elle est ultra simple. Ça fait rentrer des Accessible. millions de Et- personnes ouais. sur les marchés. Après, c'est pas des millions d'utilisateurs parce que on peut pas y faire grand-chose. Ouais, c'est comme Il y a vraiment Crypto.com ces avec trucs-là. Mato. Exactement. Et Crypto.com, je disais ça pour Pardon. redire ta définition, toi, vers la fin qui est intéressante, de la DeFi, peut-être que tu peux redonner. Quelle Parce est que comment tu as fait pour me donner envie Je sais plus. Bah, en tout cas, non mais parce qu'en fait, il y a plein de trucs qui sont super mais intéressants. toi, Moi, ta ce que j'adore, définition c'est de la Pool DeFi. Together. Moi, pour Bah, incarner la DeFi, je- c'est Pool Together. Mais moi, ce que je voulais, mais on peut parler de Pool Together, qui est une loterie sans perte, où en fait, c'est game changer, c'est-à-dire que pour la définir assez simplement, quand Ouais. vous jouez au loto, on a tous joué au loto au moins une fois. On va pour les combos spéciaux, les 10 millions, les 15 millions. Avant de découvrir la DeFi, on essayait de gagner au loto. Et du coup, on allait donner 2 € à au tabac du coin pour essayer de gagner la somme, quoi. Donc en fait, je veux dire, le truc le plus simple à comprendre, c'est au lieu de gagner les pertes des autres au loto et que l'État, comme tu dis souvent, Marc, prenne une bonne partie, effectivement, Pool Together réinvente ça. Et comment il le réinvente? C'est vous allez gagner les intérêts générés par les autres joueurs plutôt que de gagner les pertes des autres joueurs.
Et donc, ça veut dire que vous allez apporter 2 € sur le logiciel Pool Together, sur le protocole Pool Together, Ok. 1 €, 2 €, et en fait, tu vas jamais perdre cet 1 €, 2 €. Tu peux le laisser à vie parce qu'il va générer 4, 5, 10% d'intérêt. Ok. En fait, tous les autres joueurs vont faire pareil que toi et du coup vont gagner les intérêts générés. Ok, les intérêts de tous les autres qui Cumulés. ont, Voilà, exactement. ok. cumulés. C'est Exactement. dingue parce que du coup, tu peux soit laisser ton ticket à vie, soit c'est le récupérer le lendemain si tu as perdu, quoi. Ok. Et c'est assez, moi, je ouais, trouve c'est que c'est assez incroyable. parlant en tout cas. C'est C'est très parlant. Alors après, moi, quand j'en ai parlé à mon associé Thomas de Comistrip, qui est donc l'auteur de Comistrip, qui est dev, qui est très cartésien, et c'est une de ses grandes qualités. Quand je lui ai exposé ça avec des étoiles dans les yeux en disant putain, j'ai découvert un truc. Parce que moi, effectivement, je joue au loto de temps en temps. Et comme je disais souvent, je joue au loto pour la petite partie de rêve que j'avais après avoir fait mon ticket en ligne, genre qu'est-ce que je ferais avec ce fric. Et cette demi-heure où je rêvais de ça, ça me suffisait. J'avais payé 2 € pour rêver. C'est ce qu'ils Je vendent, savais hein. bien que à l'euro ils vendent million, ça, une c'est leur chance produit. sur 116 millions, une chance sur 116 millions l'euro million, tu l'as pas, voilà, clairement. Et donc je lui ai dit, il y a un nouveau truc, il y a une loterie sans perdant. Et lui, mathématicien, il dit, mais t'es perdant du coup. Parce que tu perds tes intérêts. Tu perds tes intérêts. Et en fait, le ratio, tu l'as fait comment, Étienne, pour jouer à ça? Parce que moi, je joue. J'ai dit joue. Hein. Ouais, t'as mis ça le jouer. protocole Pool Together. Ok. Bah non, parce que moi, ma référence, personnellement, c'est je mets 3000 die. Ok. Et je donne le chiffre pourquoi? Parce que ça me donne une chance, alors ça dépend des semaines, une chance sur 8000 ou une chance sur 4000 de gagner le truc. Ce qui est déjà beaucoup moins qu'une chance sur 116 millions quand même. C'est hein. vrai. Parce que moi je viens d'une petite ville 8000, ça où il y a devient 10 000 énorme. habitants. On Ouais. fait des giveaways, des airdrops sur la chaîne. Quand on fait des lives à 2-3 000 personnes, au final, on est Une pas au si- hasard, bam. C'est ouais. pas si loin Ouais. au final. hein. Et pour une Par cagnotte rapport au d'environ niveau 20 de 000 $. Quoi. Alors que 20 nous, 000 die. on distribue Ouais. pas encore 20 000 $. Donc, Ouais, ça va. au final, c'est plus intéressant, je pense, pour le Together que. Mais en réalité, comment je suis, c'est intéressant par rapport au sujet que évoquait Steve, notamment sur l'argent qui dort. Alors pourquoi je suis arrivé moi à la crypto? C'est parce que j'ai une profession qui fait que je dois stocker 18 mois de charge qui m'est demandé en tant qu'artiste-auteur. Et en fait, j'ai de l'argent sur un compte qui n'est pas à moi, qui est destiné à l'URSSAF. Cet argent, autant te dire, sur un compte courant, elle rapporte rien. Sur un livret A, presque rien. Et Donc j'ai- l'inflation. Et en fait, je m'étais dit, tiens, la crypto, ça commence à bien bouger. Je vais mettre la somme que je suis prêt à totalement perdre, hein, que je peux me refaire en 18 mois. Et j'ai mis cette somme sur le Litecoin, sur du Bitcoin, l'Ethereum et je sais plus quoi. Et j'ai joué un peu avec des petits leviers. Donc les leviers, c'est faire croire que tu as 2 fois la somme. Et puis quand tu perds, Tu perds 2 voilà. fois plus vite aussi. Tu perds 2 fois plus vite, mais quand tu gagnes 2 fois plus vite. Ouais. Ok. Et comme je disais, oui, j'ai payé mon mariage avec ça. Et donc, je m'étais arrêté là. Le principe de la blockchain, je ne l'avais pas saisi technologiquement dans son entièreté. Et ça, c'est passionnant. Mon père, ça a été exactement ce truc-là. Mon père, je l'ai exposé au cryptoactif en 2015. Je lui ai créé un compte sur une plateforme qui s'appelle Kraken, qui est une plateforme d'achat et de vente de cryptoactifs. Donc je lui ai créé son compte, je lui ai fait son identification d'utilisateur. Avec lui, j'avais fait toutes les démarches pour lui. Et la seule chose qu'il avait à faire, c'est de faire un virement de son compte personnel au compte Kraken pour pouvoir acheter des cryptoactifs. Du Bitcoin qui à l'époque était entre 250 et 400 $, Ouais. et de l'Ethereum qui à l'époque était à 10 $. Il ne l'a jamais fait. Jamais. Et en fait, ce qui a fait cliquer mon père, que je salue et que la communauté connaît sous le nom Papa Zeller, C'est assez simple finalement. ce qui a, voilà, et c'est vraiment lui, hein, si vous le voyez sur le chat ou dans les commentaires, Ah oui, il commence en c'est direct, c'est ça c'est vraiment lui. ouais, D'accord. et ce qui l'a fait cliquer, c'est qu'avec un copain à lui, donc il n'a rien à voir avec moi, il s'est ouvert un compte sur Binance, il a fait 2-3 trades, il se trouve qu'il a gagné avec des petites sommes, il se trouve qu'il a gagné un peu de sous, et quand il a retiré ses sous sur son compte en banque, il y a eu un truc chez lui Ça a validé qui le a truc. fait, Ça marche. en fait ça existe, en fait c'est vrai, en vrai que ça marche, je peux envoyer des sous, je peux faire des trucs, et quand je relance les sous sur mon compte, bah, c'est du vrai argent qui vient. Et c'est pour ça que j'invite tout l'objet de ce monologue, alors désolé, c'est que j'invite les gens à essayer. Pas avec des grosses sommes, hein, claquez pas votre livret A, votre truc, mais vraiment essayez, allez sur crypto.com, allez sur une plateforme comme ça, même une plateforme facile. On s'en fiche que ce soit complètement décentralisé, on s'en fiche que vous ayez votre propre nœud, on n'est pas là pour faire de l'élitisme, etc. Mettez-y quelques dizaines d'euros si vous pouvez vous permettre de les perdre au pire. Et allez essayer des trucs. Et justement, pour essayer et voir un peu comment ça fonctionne et rentrer un peu plus dans les détails, on va passer
au plat que vous avez commandé, qui est excellent, qui va arriver dans quelques minutes. On va pouvoir se taper un petit peu plus en profondeur sur la finance décentralisée. L'entrée, on se revoile un peu, on rentre dans les détails. Le plat, on rentre dans le concret. Et c'est vrai que Mathéo, tu disais pendant que le plat a changé et qu'on apportait le plat justement de l'entrée, que contrairement à nous, où c'est notre travail, on a quelques heures, toi tu as moins de temps en fait. Moi j'ai moins de temps justement pour essayer de checker, justement, essayer de gérer, faire même des leviers ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas, ou même à quoi m'intéresser. Moi je trouve que M'y mettre si par exemple dans la journée j'ai 10-15 minutes, qu'est-ce que je dois faire de mes 10-15 minutes où je suis sur mon compte eh ben, regardez Cryptost, c'est pas mal. C'est vrai. Allez, c'est la merci. petite pub, c'est C'est calé, bon, ça y allez est, hop, c'est fait. c'est Très fait. bien. Il nous en manque deux et le format est. Voilà, il faut rembourser, il faut rembourser. Messieurs, bon appétit. Bon Merci. appétit. Mais justement, la DeFi, ça te permet, je trouve, ça te réquisitionne moins de concentration et moins de temps au quotidien que le trading. Clairement pas. Le trading, tu dois être réactif à temps complet, tu dors pas. Trading, t'es obligé de suivre des cours. Et puis tu tout. dors pas et tu stresses. Or que la DeFi, tu fais ces déplacements plus intelligents, en tout cas Tu plus vas mettre, efficients. ouais, t'es pas sur les mêmes échelles de temps, clairement. Enfin, il y a les day traders, c'est un petit peu c'est un peu compliqué quoi. De toute façon, il y en a 99% qui perdent de l'argent. Il y a une demi-heure, Marc avait dans ses mains mon Etherscan et il s'est moqué de moi. Parce qu'il n'y avait rien de récent. Voilà, je le dis à tout le monde en direct. Là. Ouais, bah j'assume. Parce que J'assume. grâce à Valentin, Et tu vas voir au dessert, tu vas prendre cher. Arrête de le bully un petit peu, s'il te plaît. Oh putain, ça y est. On arrête de bully nos invités un Donc, petit peu. pour revenir à la question quand même. Parce que c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait Quand t'as que quand 15 t'as une minutes heure par jour, semaine, quoi. moi, clairement, et puis il y en a plein. La plupart des gens sont dans ce cas-là. Ouais, totalement. Ouais, la défi, c'est mon temps plein depuis des années maintenant. C'est le temps plein de beaucoup de gens. Mais moi, quand j'ai commencé dans l'écosystème, j'avais un vrai temps plein, un vrai boulot, dans un truc qui n'avait rien à voir avec les cryptoactifs. Et j'avais pas forcément le temps. Parce que c'est chronophage. Et surtout, on est dans un milieu qui est très poussé par les réseaux sociaux, un peu spécialisés, de type Twitter, etc., ou même les forums de gouvernance, tout ça. Et le bruit et la curation de l'information, c'est quasiment impossible. C'est quand on arrive, on va aller suivre des influenceurs. Nous, on a de la chance en France, parce qu'on a de la qualité, moi je trouve. Ce qui est vraiment dingue en vérité, c'est que Mark Zeller, AAV français, Julien Bouclou, Kurs, Ligue DAO français, Mounir, Paraswap français. En fait, les Français sont partout. Alors, ils ne sont pas forcément tous dans l'Hexagone, mais les Français sont partout. Les francophones sont partout. Les francophones, ouais. C'est vraiment, on a cette chance. C'est pas une chance pour la France, on parlera peut-être de Bruno plus tard, mais en tout cas la francophonie est vraiment représentée dans l'écosystème, alors que les anglo-saxons, les comptes d'influenceurs, c'est souvent du pump and dump, c'est acheter ma merde et cliquer sur mon lien de référent. De parrainage, ouais. Voilà, de parrainage. Donc on a un peu cette chance-là en France, et du coup, si on n'a que quelques dizaines de minutes par jour, voire 2 heures le week-end quand on fait ça, moi j'invite vraiment à aller pas dans le détail de toutes les choses. Tu vois, c'est aussi pour ça que j'ai évolué sur des questions comme crypto.com ou même eToro, etc. C'est aller sur le contenu de curation. Et on a cette chance, il y a le journal du coin, il y a Cryptost. 2 fois, super. Et On en fera une. Et voilà. Garde-en pour le dessert parce que si tu Regarde cales pour tout le- maintenant. Et il y a Asher par exemple, moi je trouve qu'il fait un contenu de vulgarisation quand on rentre dans l'écosystème qui est assez exceptionnel. C'est vrai. Et après, en fait, selon ses envies, on peut aller de plus en plus dans le détail avec des choses qui sont un petit peu plus spécialisées. Nous on est sur Twitch, on s'adresse à un niveau débutant avancé, je vais dire. Intermédiaire. Voilà, intermédiaire. Par exemple, Token Brice, qui fait Défi France, qui fait Un blog aussi, ouais. un blog, etc. Lui, il est plus sur un niveau avancé. Et en fait, on a tous un peu un créneau. Et c'est ça la richesse de l'écosystème français pour moi, c'est que il y en a pour tout le monde. Et pendant qu'on parle, en ce moment même, il y a effectivement une information qui est tombée. Alors c'est pas du direct, mais c'est presque du c'est presque du direct. Je fais une interruption spéciale, flash spéciale. Je pense que ce repas peut être annulé par les annonces de notre ministère de l'économie, qui nous annonce que le livret A, que vous Ça utilisez fait rire. tous, passe de 0,5 à 1%. Donc je pense qu'on peut annuler tout ce qu'on s'est dit là, Marc Chaumal. Ah oui.
J'ai échoué, c'est-à-dire que on a travaillé pendant des années pour présenter une alternative à la finance traditionnelle, puisque la finance traditionnelle avait échoué à offrir des produits attractifs qui sortaient les gens de lutter contre l'inflation, etc. Et puis grâce à notre exceptionnel ministre, bah voilà, on est obsolète maintenant. Bah ouais. Donc on va juste profiter de notre repas et puis dire merci Bruno. Merci Bruno. On annule tout. Merci d'être venu, messieurs. Bonne soirée. Au revoir. Donc oui, effectivement, quand l'inflation en France est à 5%, un livret A à 1%, il faut bien le rappeler aux gens, c'est que certes, le montant en chiffres dans votre livret A va augmenter de 1%, donc très peu, mais va augmenter à la fin de l'année. Par contre, votre pouvoir d'achat va diminuer. Clairement, Parce que en fait, les prix augmentent plus vite que ce montant-là. Donc il y a vraiment un besoin. c'est pas comme si c'était un problème actuel, le problème. pouvoir d'achat en France. Ouais. Donc il s'est presque, en tout cas sur mon point de vue, mais cette annonce peut-être elle est un petit peu... Non mais en vrai on taquine, mais elle est intéressante en vrai, en vérité. Ouais, c'est vrai qu'elle ne comporte pas l'inflation, et tu l'as très bien expliqué, mais c'est une nouvelle, d'ailleurs on s'interrogeait sur les 0,75, bah c'est 1. Voilà, il y a le chèque inflation, il y a ce genre de solutions effectivement qui permettent de lutter contre quelque chose qui est compliqué. On peut rappeler aussi que le livret A c'est nominatif, c'est 1 par personne, c'est 22 900 €. C'est très limité, hein. Donc de faire 1% sur ces conditions-là, c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau. Et du coup, Bah, ils font ce qu'ils peuvent, mais moi je d'où ça sens... sort ces rendements-là? Dans la finance traditionnelle et dans la DeFi. Alors, le livret A, c'est une bonne question. Le livret A, en fait, c'est géré. Alors, je vais simplifier parce que c'est très complexe, et puis c'est pas forcément le sujet, mais c'est géré par des gens assez bien en vrai. La Caisse des dépôts et consignations et certaines branches de la Banque publique d'investissement qui font des investissements, par exemple, dans les logements sociaux, énormément. Une bonne partie du livret A, c'est le parc social, donc les HLM, etc. Qui au final, bah, c'est de l'immobilier, donc c'est pas un truc qui va rapporter. En plus, en habitation à loyer modéré, c'est pas fait pour générer du pognon et squeezer chaque euro derrière les gens, mais il y a quand même un rendement, puisque bah, ce parc immobilier a de la valeur, qui a des politiques là, du gouvernement de laisser les gens accéder à la propriété, donc revendre ces biens aux gens qui étaient locataires avant en HLM, puis parce que bah, leur niveau de vie a augmenté, peuvent racheter leur truc, ça crée un profit. Et puis il y a tout un tas de choses, et la BPI, c'est pour ça que je vais en parler, c'est gérer la partie innovation, c'est géré par quelqu'un envers qui j'ai énormément de respect, c'est Yvan de la Tour, que tu as peut-être rencontré dans l'émission, etc. Qui a vraiment à cœur de pousser l'innovation en France sur les projets français, puisqu'on disait que la francophonie est très bien représentée dans la crypto. Et franchement, ils ont investi dans plusieurs projets français, ils essayent de pousser un peu le truc. C'est une toute petite fraction, ces fonds-là ne viennent pas forcément du livret A. Il ne faut pas tout mélanger non plus, hein. On a simplifié dans ces questions-là. Il y a plusieurs branches, mais c'est bien de voir l'État un petit peu à dose homéopathique aujourd'hui, il ne faut pas rigoler, mais c'est à dose homéopathique, mais qu'il y ait des gens qui essayent de pousser dans notre écosystème. Et dans la finance décentralisée, en quelques mots, du coup, d'où viennent aussi ces rendements? Parce que c'est vrai qu'ils peuvent faire un peu peur. Alors les rendements ont plusieurs sources. La première source des rendements, ça va être l'activité économique réelle. Donc un protocole comme AVEC est un protocole de liquidité. Les gens apportent de la liquidité, donc des actifs dans le protocole. Et les gens vont emprunter ces actifs pour tout un tas de raisons. Parce qu'ils n'ont pas envie de vendre leurs actifs, du coup ils vont déposer des actifs en garantie, emprunter et payer des intérêts. Parce qu'ils pensent que l'augmentation de la valeur de leurs actifs sera plus élevée que l'augmentation des intérêts. Enfin, il y a tout un tas de choses qui pourront battre le taux d'intérêt, etc. Donc, comme tous les gens qui empruntent au final, hein, l'emprunt, ça vient de là. Hein, je pense que ce que je vais faire avec l'argent que j'emprunte me rapportera plus de valeur que le coût de cet emprunt. C'est un principe économique. L'emprunt, je pense, majoritaire, et là je ne sais pas, mais je pense que l'emprunt majoritaire, qui est l'emprunt immobilier pour le particulier de base, il n'est pas forcément pour penser faire un bon coup sur une plus-value, mais plutôt pour assurer un patrimoine, notamment un patrimoine transmis aux enfants, choses comme ça. Ouais, mais c'est créer de la valeur en fait. C'est créer de la valeur, tu veux dire, du coup, en tout cas, c'est pas en perdre avec des loyers. Ça c'est un autre débat, mais moi par exemple je ne possède pas d'immobilier, c'est pour des raisons économiques.
Je pense que tu possèdes de l'immobilier, mais tokenisé. Exactement, oui, ça c'est vrai. Donc c'est faux. Voilà. tu possèdes des Je suis immobiliers. pris en flagrant délit de mensonge en public. Mais c'est ça qui est bien avec la blockchain, c'est que tu peux pas mentir. Puisque la blockchain, tout est dans le registre distribué. Voilà, et Étienne l'a consulté avant. Et du coup, bam. Non, mais c'est vrai que c'est Imagine nos politiques, logique, tu vois. quoi. Imagine nos politiques. Ouais, mais Imagine. c'est-à-dire quoi, les décisions, tu les mets dans la blockchain. Non, tu mets pas les. Les soirées dans les fauteuils feutrés, tu les mets dans la blockchain. Bah, moi je Les suis votes. plus. J'ai quitté la France depuis longtemps, mais il y avait des repas du gouvernement qui étaient passés. Comment il s'appelait François de Ruby. Ah oui, le homard. là. Rougy, les fameux homards là. ouais. C'est dur à cacher, tu vois, dans un monde où en fait si on va pas suivre chaque citoyen, mais on peut dire que si tu as été élu par le peuple français et les citoyens français et que tu es payé avec l'argent de l'État français, bah oui, tes adresses elles peuvent être consultées parce que Ouais, bien sûr. en tout cas tes adresses qui sont liées à ta fonction. Oui, mais il faut bien qu'il y ait un. Moi ça me choquerait pas, tu faut vois. bien qu'il y ait quelqu'un en input qui dise il a bouffé du homard alors que c'était pas le droit, ou d'autres choses. Il faut qu'il y ait quelqu'un il faut qu'il y ait Ouais, un, mais si c'est un sur un- link à l'extérieur qui peut Ouais, mais dire, tu vois, bah, si voilà, tu as un registre faut que tu rentres la distribué. valeur. Non, mais c'est vrai, il faut que tu rentres la valeur. Non, mais si tu as un registre distribué où tu as des choses qui sont identifiées, quand tu as une société, aujourd'hui tu as un cabis. Hein. Ouais. Et quand tu vends quelque chose à quelqu'un, normalement il y a une facture avec un numéro de TVA, etc. Et un numéro de client. Enfin. Et si tu pars sur le principe que ce compte-là, c'est de l'argent public, donc qu'est-ce que tu fais avec, tu auras forcément le canard enchaîné qui ira consulter les adresses. Tu peux pas, il n'y aura pas forcément tous les citoyens français derrière, mais sur la transparence, je trouve ça intéressant. Après, on peut aller dans la dystopie aussi, parce que si on le fait en garde-fou, c'est plutôt intéressant dans une démocratie. Mais si on flique tous les citoyens et que moi j'ai peut-être pas envie qu'on sache que j'achète un paquet de clopes au tabac du coin, j'ai peut-être pas forcément envie que ce soit à jamais que ce jour-là j'ai acheté un paquet de clopes, parce qu'en mode dystopique, peut-être que mon assurance, ma mutuelle, elle va coûter 20% plus cher l'année prochaine. Parce que ma mutuelle, elle aura consulté le truc et dit ah putain, le mec il Ce fait. sera un vrai elle sera sous pour le coup. Ouais, factor. Là où c'est super intéressant, c'est que pour l'instant, on est effectivement entré dans un monde fermé à l'intérieur de la finance décentralisée. C'est 250 milliards, c'est cool, c'est très bien. On a des usages, on peut emprunter, on peut prêter à des gens, on peut avoir des tokens, on peut avoir des rendements. Mais là, en fait, le truc, moi qui me passionne le plus, c'est Centrifuge qui incarne ça. C'est-à-dire les actifs de la vie réelle, on va pouvoir les mettre dans la finance décentralisée et avoir, in fine, plus d'échanges, plus de capacités, plus d'interopérabilité avec tous ces services de la vie réelle, de la DeFi et entre tous les protocoles. Surtout des trucs et entre plus tout ça. accessibles. Et plus accessibles. Et puis moins volatiles. Moins volatile et surtout moins de friction. Pas besoin de faire un dossier, pas besoin d'avoir le nom de famille qui est plutôt bien là où on vit, le genre qui est plutôt bien dans le milieu où on est. Tous ces trucs-là disparaissent. Il y a le principe de l'égalité face au smart contract qui pour moi est une révolution. Parce que jamais dans l'histoire financière, on a traité de la même manière un roi et un paysan. Et ça, c'est quand même relativement intéressant. Ça ne veut pas dire que si j'ai 1 million, forcément, 5% d'un million, c'est plus d'argent que 5% de 100 euros. Même si c'est 5% pour tout le monde. Ça, on ne va pas changer la nature humaine. Il y aura toujours des riches, il y aura toujours des moins riches, il y aura toujours des gens qui galèrent à la fin du mois, etc. Mais au moins, les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde. Et ça pour moi, c'est une des plus-values principales. Et c'est ce que tu avais pris d'ailleurs, Étienne, d'un point de vue philosophique. Ouais, c'est ça, ouais, clairement. Ouais. La possibilité d'une DeFi avec de la monnaie fiat, dans la finance en fait traditionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Donc court-circuiter, en fait, elle serait tout de suite. Est-ce que c'est une DeFi très dollarisée aujourd'hui? Elle serait contrôlée, quoi. Ouais. Elle serait très contrôlée si en fait on faisait une DeFi en fait avec la monnaie fiat, mais vraiment pas du stablecoin. Hein. Vraiment genre on fait un autre monde à côté, quoi. Alors aujourd'hui, et en fait ça fonctionnerait pas parce qu'il y aurait tous les gouvernements qui viendraient réguler ça en fait. d'un point de vue régulation, c'est vraiment. Là, tu touches à un point qui a fait sauter Bruno, notre meilleur ami Bruno Le Maire. Il a sauté de son siège quand. Comment ça s'appelait à l'époque? Le Diem. Facebook, ouais. Libra. Voilà, à l'époque ça s'appelait Libra, maintenant c'est le Diem. Facebook, ouais. La monnaie de Facebook, ça leur a fait peur en fait.
Ouais. Ça leur a fait peur. Genre, je pense que cette réaction épidermique qu'on a vue, notamment en France, hein, le maire était réellement en sueur, c'est qu'ils perdent le contrôle. Et en fait, on l'a vu, notamment pendant la crise sanitaire, là, qui a représenté la majeure partie de nos 2 dernières années, sans la planche à billets, ils sont morts. C'est-à-dire que s'ils perdent ce contrôle de il y a un problème, j'appuie sur le bouton, il y a des nouveaux billets qui sortent de nulle part, que je peux distribuer comme si c'était magique pour payer ci, ça, les subventions, rembourser les copains qui sinon auraient fait faillite, etc. S'ils perdent ça, en fait ils perdent tout. Parce que déjà le champ du politique aujourd'hui dans le monde actuel, une personne élue ne peut pas faire grand chose, leur marge de manœuvre n'est pas très élevée. Si en plus tu leur retires ça, c'est chaud, quoi. Donc ça va être très 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 compliqué d'avoir directement de la monnaie fiduciaire dans ce type de protocole. Tu passeras toujours par des stablecoins, mais au final ça fonctionne. Parce que pour les gens, pour les vrais gens, si tu as une carte bleue dans la poche qui s'appelle crypto.com, qui s'appelle Monolith, etc., on va pas faire pub à un projet en particulier, et que tu peux très facilement passer d'un protocole à cette carte bleue, et cette carte bleue payée pour ce repas, ce qui est une réalité aujourd'hui. Hein. Il y a des millions d'utilisateurs crypto.com qui font ça régulièrement, et je suis sûr qu'autour de la table, si on sort les porte-monnaies, on va trouver des cartes crypto.com déjà. Ou Binance, ou Binance, ou etc. Et on peut payer le repas, quoi. C'est du concret. Oui, parce qu'en fait, le restaurateur va recevoir sur son compte des euros. Exactement. Et il y a cette conversion qui est faite. Et en fait, si ton unité de compte, parce que tu n'es pas un spéculateur, parce que tu es juste là pour avoir une épargne décentralisée, moi je pousse cette idée-là que la crypto pour les gens c'est de la spéculation, c'est le capitalisme qu'ils n'aiment pas, c'est la finance, machin et tout. Mais aujourd'hui, dans la finance décentralisée, tu peux y en rentrer et avoir ce que j'appelle moi un compte d'épargne décentralisé. C'est juste, au lieu d'avoir un livret A qui rapporte 1%, c'est-à-dire 4% de moins que l'inflation, tu vas avoir quelque chose qui certes n'a pas les protections du livret A, mais va probablement te rapporter plus que l'inflation. Avec un risque qui peut être plus ou moins élevé. Qui reste peut-être quand même moins accessible, en tout cas en termes de... 8% sur... Non mais de retrait, de withdraw, J'avais du coup une question par rapport à ça. Par exemple, j'ai une carte crypto.com, etc. Elle me donne à chaque fois du cashback. Dès que je paye quelque chose, ou même si je payais... tu payes le resto là-bas. Donc tu payes le resto. Allez, c'est enregistré, c'est bon, Non, merci. Ah, c'est sympa. J'avais dit si. Non, c'est enregistré, monsieur. Il y a 5 micros autour de la C'est table. dans la blockchain et C'est déjà notarisé. sur la Gnosis Chain, il faut pas. Mais du coup, d'où viennent ce cashback? Alors d'où vient ce cashback? Parce que tu sais, on fait beaucoup de digressions et généralement il me recadre. Donc la première chose c'est d'où vient l'argent dans la DeFi? Parce qu'à la base on parlait de ça. Je ne relèverai pas. Donc de l'activité économique réelle, c'est-à-dire des gens qui empruntent payent un taux d'intérêt, ce taux d'intérêt contribue aux gens qui apportent cette liquidité. Ensuite, il y a tout ce qui est le trading, c'est-à-dire les échanges. À chaque fois qu'on va échanger des actifs sur la blockchain, on va payer des frais, des petites commissions à ces protocoles, 0,3% sur Uniswap, 0,04% sur Curve, ça dépend du token qu'on échange, etc. Et ça, c'est de l'activité économique réelle. Qui existe dans le monde traditionnel. C'est si vous allez, tu parlais de ton PEA, dans ton PEA, que ce soit Bourse Direct, Boursorama, quel que soit le compte que tu utilises, à chaque fois que tu vas acheter ou vendre un titre, tu vas payer une petite commission, tu vas payer une taxe à l'État, parce que il y a tous les Jean-Michel Je veux changer le monde qui disent oui, si on faisait payer 1 centime sur les transactions financières, tout le monde changerait. En France, ça existe. Je suis désolé, si vous nous écoutez et que vous pensez comme ça, renseignez-vous. En France, ça existe, on la paye déjà et apparemment, ça n'a pas changé le monde. Pas suffisamment. Ou en tout cas, pas suffisamment. Peut-être qu'il faut en payer plus, peut-être qu'il faut en payer moins, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça existe. Et donc ces commissions-là aussi rémunèrent les gens qui ont apporté la liquidité. Donc ça vient de l'activité économique réelle et pour moi c'est très important parce que s'il n'y avait pas cette partie-là, on serait effectivement dans le Ponzi, on serait dans le ça existe parce que ça existe et le Ponzi c'est que ça vient des nouveaux usagers qui payent aux anciens. Voilà, exactement. Okay. Et donc là, parce qu'il y a ça, il y a un socle, un cœur, un centre de gravité de rémunération qui vient
de l'économie réelle. Ça peut rapporter plus ou moins selon l'économie en général. Le deuxième socle, et c'est là ce qui va créer les rendements les plus attractifs, les fameux, on va passer du 4, 6, 8% À 200. à 2000 par seconde. c'est alerte. Là, on est plus dans le Ponzi. 2000 là- par seconde. Mais ça existe. Ça existe, C'est mais ça dure l'incentive. pas longtemps. C'est l'incentive, c'est effectivement. C'est un système Ça, de c'est les gènes. subvention. Les gènes. Alerte, Voilà, alerte, les gènes. alerte. Gros alerte pour les C'est tout simplement un système de subvention. C'est-à-dire que pour attirer des utilisateurs, ces plateformes, aujourd'hui, si je crée un compte sur les Boursorama et que je te parraine, je vais gagner 80 euros ou 120 euros et toi tu vas gagner 80 euros ou 120 euros. Ça, c'est une subvention. Hein. C'est juste Boursorama, j'ai un coût d'acquisition qui est un coût de. Je veux avoir un nouveau client, je suis prêt à payer 100, 200, 300 euros pour le faire. Et ça a toujours existé et c'est pas choquant. Et ben là, on va avoir des subventions des taux de rendement où pendant une certaine période, on va aller payer des tokens en plus du rendement de l'économie réelle en disant si tu utilises ma plateforme, eh ben, tu auras un rendement supplémentaire. Et c'est ça qui va créer un peu ces taux qui font rêver par rapport ou qui sont complètement fous par rapport à la finance traditionnelle. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça durera le temps que ça durera. Tu ne peux pas subventionner un marché financier éternellement. Tout le monde, Voilà. Et dans 3 ans, dans 5 ans, ces trucs-là disparaîtront. Et on n'aura plus que ce socle d'économie réelle qui sera probablement plus développé qu'aujourd'hui. Sinon, ce serait un peu un échec, puisqu'une technologie qui stagne, c'est une technologie qui échoue. Mais on sera dans quelque chose qui vient d'une vraie activité, mais qui est quand même plus efficiente que la finance traditionnelle. Donc moi, je suis prêt à parier aujourd'hui que même sans toutes ces subventions, on aura des rendements qui seront mieux que le fameux 1% de Bruno. Il y a un double objectif à ça, c'est C'est qu'effectivement, facile comme pari. Hein. ça subventionne. C'est Gnosis, c'est dans tout va Gnosis bien. Chain, on verra effectivement. On fera des NFT des différentes phrases, on vous dira s'il a payé le resto, on dira effectivement dans quelques années si on ne s'est pas fait doubler par l'augmentation du livret A, on ne sait pas qu'est-ce que nous réserve l'État, les États. Mais en tout cas, ça c'est un double intérêt. Le premier intérêt, c'est de pousser des gens à arriver dans les protocoles, et puis c'est décentralisé parce que finalement, l'aspect qu'on a un peu abordé tout le long, c'est que moi j'ai des tokens AAV, je peux participer à la gouvernance de l'AAV, proposer des choses, et c'est le côté décentralisé de la finance décentralisée. Le dessert va nous être servi, on a du riz, on a effectivement du chocolat, on a ce genre de choses, on va pouvoir déguster ensemble. Mais, parce que tu ne t'en tireras pas comme ça, mon cher Marc, il va y avoir un face-to-face dans quelques instants avec le café et le... C'est le moment où ils augmentent la luminosité de la lumière que C'est le là moment. j'ai juste en face de moi que vous ne voyez pas. Exactement. Mais que moi j'ai une lumière, ils vont augmenter x10 cette 10, ça va être très blanc. Ça va être Et très c'est blanc. justement la nouvelle séquence. On va déguster tous les deux dans la dernière partie de ce repas le dessert en face-to-face et on va creuser un peu plus pour voir si tout ce que tu as dit c'est pas une bêtise, quels sont les dangers et 2-3 questions un petit peu techniques. Merci messieurs d'être passés en tout cas. Merci à vous. Et on va pouvoir déguster entre nous ce petit dessert. Question très pertinente. J'espère que vous avez appris certaines choses Ouais. et que je vais pouvoir martyriser gentiment Marc pendant que vous serez partis. Merci messieurs. Marc, nos amis sont partis. On est entre nous. Il ne reste plus que nous, il n'y a plus d'oreilles pour écouter les alphas, on peut le faire, mais il y a surtout qu'on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans Le détail des le choses. détail des choses, dans la dernière partie de ce format entrée plat dessert, dans le dessert. Nous sommes tous les deux désormais pour discuter de choses un petit peu plus profondes. C'est vrai que tout à l'heure, il y a une question qui est très intéressante que moi j'aimerais revoir un petit peu avec toi sur un marché qui est baissier comme celui d'aujourd'hui, en tout cas depuis ces dernières semaines, où on a un marché qui effectivement tire un peu vers le bas. Effectivement, les valorisations des actifs sont 10 fois plus hautes que l'année dernière sur pas mal de valorisations. Donc on peut parler d'écroulement des marchés, D'écroulement n'est-ce des pas? marchés, c'est la fin. C'est-à-dire que j'ai vu ça il n'y a pas longtemps de l'intervention de Alex Tachenko sur, je ne me souviens plus quelle émission, qui disait il y a exactement un an, le Bitcoin était exactement au même prix qu'aujourd'hui, sauf qu'il y a un an on parlait d'euphorie et aujourd'hui on parle de marché baissier, de panique, etc. C'était sur Interdit d'interdire avec Nicolas Dufresne, non, c'est ça? Exactement, bon, qu'on évitera de commenter parce que j'ai pas envie de donner de la publicité à ce personnage, mais il y a vraiment la vision des marchés. Si on est focalisé sur le court terme, ça dit plus, le prix dit plus
de la personne qui en parle que de la réalité. Il faut regarder les choses dans leur ensemble, globalité. bien sûr. Et dans leur globalité, les cryptoactifs sont un marché haussier depuis 10 ans, depuis leur Bien sûr. création. Bien sûr. Mais sur ce marché, effectivement, qui depuis ces derniers mois tire un peu par rapport à la valuation qu'il y avait il y a quelques mois avant, c'est certain, c'est un fait. C'est pas un problème en vérité, mais ça crée une pression baissière sur deux choses. Ça crée une pression baissière parce que les gens se séparent de leur actif pour acheter du stable et attendre pour acheter plus bas ou pour sortir du marché. Premier cas d'usage. Deuxième cas d'usage, ils vendent aussi le résultat, le fruit de ce dont on a discuté avec les gars tout à l'heure, qui est le farming, ou en tout cas, voilà, je pose sur AV, je récupère un peu de tokens et parfois je les vends. Aujourd'hui, qui rachète ces tokens? Est-ce qu'il y a une entité particulière qui cherche à prendre le pas sur la gouvernance d'un protocole comme AAV, comme Curve, comme tous les protocoles qu'on connaît, on pourrait en citer des dizaines? Est-ce qu'il y a un mouvement de fond, d'adresse qu'on peut aujourd'hui imaginer vouloir prendre le contrôle du protocole, ou en tout cas une part significative pour prendre des décisions à l'avantage de pays, à l'avantage d'infrastructures, à l'avantage de système ou pas? Alors aujourd'hui, c'est une question qui est plutôt importante et du coup on va se permettre dans cette partie-là du format d'aller plus loin dans les choses là-dessus. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'institution particulière, à part MicroStrategy sur le Bitcoin qui aujourd'hui détient un nombre significatif des Bitcoins. On est au-dessus de 5% de l'ensemble des Bitcoins qui existeront à jamais, qui appartiennent à cette entité-là. Après, la définition Bitcoin, ce n'est pas un jeton de gouvernance. Donc qu'ils en aient 5, 10, 15%, ils pourront avoir une influence éventuellement à leur échelle et dans leur temporalité sur le cours. Puisque s'ils décident d'en vendre beaucoup d'un coup, forcément le prix du Bitcoin devra encaisser cette vente et ça aura un effet. Et dans l'autre sens, pareil, s'ils décident de ne pas en vendre du tout, voire de continuer d'en acheter, ça pourra peut-être avoir un effet sur les cours de l'actif. Là, contrairement à un protocole de DAO, ils ne peuvent pas faire de propositions pour changer de protocole. Exactement. Et on connaît la communauté Bitcoin. Certains disent que c'est un désavantage. Moi, je fais partie des gens qui disent que c'est un avantage, où le protocole Bitcoin n'est pas là pour être influencé par les acteurs financiers ou par les États, etc. Et existe pour remplir sa mission de réserve de valeur et de blockchain la plus sécurisée du monde, qu'il remplit depuis ces 13 dernières années, puisque Bitcoin a fêté ses 13 ans récemment, et qui le remplit ce rôle, je trouve, de manière plutôt efficiente depuis 13 ans. Quand on parle d'un jeton de gouvernance, là on parle clairement que cet actif, c'est du pouvoir. C'est du pouvoir de contrôle sur l'avenir du protocole. Quels actifs vont être listés sur un protocole comme AAV, comme Compound, comme MakerDAO? Quels actifs, quelle va être la formule des taux d'intérêt? Quelle va être la formule qui va régir comment les fees, donc les commissions, les frais qui sont engrangés par le protocole, donc finalement le chiffre d'affaires du protocole entre guillemets, vont être définis? Est-ce qu'on les fixe à un pourcentage qui est très élevé, rendront le protocole peu compétitif, ou très faible, le rendant compétitif, mais pas sur le long terme, il n'acquérera pas une trésorerie qui permettra de créer quelque chose qui pourra évoluer sur le très long terme. Et ça, c'est plutôt important, puisque, comme je l'ai dit avant, ces subventions, c'est pas juste de l'argent pour donner de l'argent, en fait on donne du contrôle à ces protocoles. Et donc tous les gens qui vendent, ils le vendent à des gens qui achètent, puisque pour qu'il y ait un vendeur sur un marché financier, il faut qu'il y ait un acheteur. Et il y a forcément des entités qui sont là et qui sont de l'autre côté en train d'acheter. Sinon le prix irait à zéro. Sinon le prix irait très très vite à zéro, c'est ce qui se passe généralement dans les Ponzi, où on a au début des acheteurs, et en fait le Ponzi s'écroule quand il n'y a plus ces nouveaux arrivants qui viennent payer les anciens arrivants. Donc tout le monde essaye de sortir, et en fait les premiers à sortir arrivent à sortir avec parfois même des gains, et puis les derniers à sortir, il n'y a plus rien pour les récompenser. Ça c'est vraiment le principe d'un système pyramidal qui peut avoir ces effets-là. Donc qui sont les acheteurs? Moi je pense que mettre le focus et la focale sur un protocole comme Curve, qui en fait la distribution de ces subventions les pouvoirs de vote sont définis par la gouvernance, par des votes. En fait il y a ce qu'on appelle des gauges qui permettent de dire nous allons plus ou moins récompenser les gens qui apportent de la liquidité sur tel produit de Curve plutôt qu'un autre. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les Curve Wars, donc les guerres autour de Curve, les guerres d'influence, c'est vraiment ça, des guerres de gouvernance et d'influence, pour dire j'ai le produit A, et ce produit A est lié à mon protocole
a un certain produit de Curve, eh bien, je vais faire en sorte de récupérer le maximum de CRV, donc le token natif du protocole Curve, ou une autre forme de jetons de gouvernance liés à l'écosystème Curve. Et en fait, j'accumule au maximum ces jetons que je rachète sur les marchés, quel que soit leur prix, etc., ou que je récupère, pour pouvoir voter pour ma paroisse et du coup recevoir la majeure partie du flux des subventions. Ouais. C'est le cas de Avec- Finance, c'est le cas de Convex, c'est le cas de StakeDAO qui font effectivement Exactement. partie de cette curve-war. Exactement, qui font partie avec cette curve noire. Et du coup, on arrive vraiment à des guerres d'influence, à des guerres de paroisse, pour aller récupérer la majeure partie de ce flux de subventions. Et derrière ça, en fait, la majeure partie du pouvoir sur le protocole. Aujourd'hui, Curve, c'est vraiment un protocole dont la direction, dans le sens où dont l'orientation est définie par des acteurs qui ne sont pas les acteurs de Curve. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est décentralisé. La finance décentralisée ne doit pas, en principe, ne doit pas être sous le contrôle d'une seule entité. Donc le fait qu'il y ait des entités tierces qui aient un pouvoir de contrôle majoritaire sur Curve, en fait, le contrat est rempli à la base. Parce que ces entités, c'est eux aujourd'hui, ce sera peut-être d'autres demain, puisque ces guerres d'influence peuvent évoluer dans l'avenir. Et donc on a Convex, qui aujourd'hui rassemble la majeure partie des pouvoirs de vote et un peu un acteur qui va avoir le droit de vie ou de mort sur certains produits de Curve quasiment. Ce n'est pas aussi, on n'est pas autant dans cette exagération, mais on se dirige là-dessus. Ça va être sur le protocole Ethereum. On a des acteurs comme Abracadabra avec le Magic Internet Money, le MIM, qui est très très présent. Et on a aussi de la corruption tokenisée avec le système de bribe, donc qui est vraiment un système bakshish, hein, c'est vraiment ça. Hein, j'ai pas l'autre terme en français, mais qui va dire aux gens, vous avez du CRV token, on va vous payer pour voter pour notre paroisse. Et ce qui est intéressant dans la blockchain, c'est que c'est fait de manière tout à fait transparente et prévisible. C'est-à-dire que si effectivement vous pointez votre pouvoir de vote pour telle chose, eh bien le protocole va pouvoir identifier votre adresse, que vous avez fait ce vote qui est visible, pas vous en tant que personne puisque c'est pseudonyme, mais que une adresse que vous contrôlez a fait ce vote et du coup va automatiquement vous rémunérer pour avoir fait ça. Donc en vérité aujourd'hui c'est plus des pouvoirs d'influence de protocole. Il n'y a pas une banque, il n'y a pas un État qui est en train de racheter parce qu'on voit les adresses grossir dans le but de dire moi je vais chanter le protocole Intel en faisant une proposition qui va être pernicieuse et que je vais pouvoir voter parce que j'ai la majorité des votes. Ça n'existe pas encore aujourd'hui. Voilà, ça n'existe pas, il n'y a pas d'attaque des États. Je pense qu'il y a 2 ans, il y avait une vraie opportunité de faire ça. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, vu la taille de la finance décentralisée, le coût de faire ça n'était pas si élevé pour des acteurs tels qu'une grande institution, qu'un État, etc. Le coût de faire ça n'était pas très élevé. Le risque de faire ça, puisque ça se trouve la défi n'aurait pas fonctionné, en fait on aurait acheté à grands frais, on parle de milliards de dollars, acheté à grands frais de l'influence sur quelque chose qui au final n'a pas abouti sur grand chose. Mais il y avait vraiment une opportunité de faire ça il y a 18 mois, 2 ans. Aujourd'hui, très peu d'acteurs sont capables de le faire financièrement. Et puis c'est un petit peu trop tard puisqu'il y a déjà plein d'acteurs qui se partagent cette guerre d'influence. Et c'est un petit peu, moi j'aime bien rapporter ça au mining. C'est-à-dire que dans un système comme Bitcoin, il y a de la puissance de calcul qui est dédiée à sécuriser le réseau. Et c'est un peu une loterie au final, où chaque machine va essayer des combinaisons d'un cadenas qui serait le bloc suivant, pour simplifier. Et celui qui trouve la bonne combinaison remporte le block reward, donc la récompense de création d'un nouveau bloc. Un seul être humain ou une seule entité n'aura jamais la puissance de calcul pour gagner cette loterie à chaque fois, puisque ça demande une puissance de calcul telle, c'est le réseau le plus sécurisé du monde de Bitcoin, qu'un seul acteur, quels que soient ses moyens, n'aura jamais la moindre chance. Donc on s'est organisé depuis maintenant une décennie dans le monde de Bitcoin, dans ce qu'on appelle les mining pools, donc vraiment des mutualisations de la puissance de calcul. C'est vraiment ça, une pool, c'est une mutualisation de la puissance de calcul, en disant j'ai tant de puissance, t'as tant de puissance, on va faire au prorata et on va mettre notre puissance de calcul ensemble pour trouver des blocs, sécuriser le réseau et à chaque fois qu'on gagne, eh bien, au prorata de ce qu'on a apporté, on va redistribuer les récompenses. Et
Sur Bitcoin, théoriquement, si quelqu'un a plus de la moitié de la puissance de calcul, c'est les fameuses 51% attaques, les double spend, etc., que les gens connaissent maintenant, et qui sont un peu dans le monde blockchain, des notions qui sont fondamentales. On va avoir, c'est très bien, si on a un seul acteur qui a plus de la moitié, on a un danger, puisqu'ils ont le contrôle sur l'historique, sur ce qui est réel ou pas réel sur la blockchain. Mais si on en a plusieurs, et c'est le cas, aujourd'hui il y a plus d'une dizaine d'acteurs de mining pool qui existent, voire plus d'une vingtaine, et au final on est sur quelque chose qui est stable, puisque c'est les fameux généraux byzantins. On n'a jamais un acteur, s'il est trop haut, il y en aura toujours d'autres pour les compenser, etc. Et les curve wars, c'est la même chose, non pas pour la puissance de calcul, mais sur l'influence et les votes. Je trouve que c'est relativement intéressant, et le danger qui aujourd'hui existe dans la finance décentralisée, c'est qu'on ait un acteur qui soit beaucoup plus puissant que les autres. Aujourd'hui, cet acteur s'appelle Convex, dans le cas de Curve. Convex a beaucoup plus de pouvoir de vote que les autres. Et moi, j'appelle de mes voeux, enfin je pense que c'est plus sain pour l'écosystème et c'est plus sécurisé pour l'écosystème qu'on ait un Convex, qu'on ait une autre alternative et une autre actualité. Si on avait 12 Convex dans l'écosystème, il n'y aurait aucun problème. Ouais. En Mais vrai, c'est vrai que parfois, comme dans le minage, l'écosystème peut s'auto-réguler en se disant ok, on arrête là d'en accumuler en fonction, parce que c'est bien d'avoir de plus en plus de gains, mais au bout d'un moment on va voir que ça ne marchait plus et le système va s'écrouler. Dans ce cas, les gens vont perdre confiance. Et ça, il y a des cas concrets dans le mining, du coup, que je rattache à ça, même si ce n'est pas les mêmes mécanismes et pas forcément les mêmes acteurs, mais sur la philosophie et comment ça fonctionne, je rattache à ça. Au début d'Ethereum, il y avait un acteur qu'on appelait Ethermine, qui existe encore aujourd'hui, qui mine des blocs. Et il y avait un autre acteur qui s'appelait Dwarfpool, qui n'existe plus aujourd'hui dans l'écosystème Ethereum. Et Dwarfpool, à un moment, était la pool de mining la plus importante du réseau, tellement importante qu'à un moment, à la fin de l'année 2015, au début de l'année 2016, sa puissance de calcul par rapport à la puissance de calcul globale dédiée à sécuriser le réseau approchait dangereusement des 50%. Ils étaient entre 40 et 45%. Et il y a vraiment eu un réveil de la communauté qui était beaucoup plus petite à l'époque, mais j'en avais participé un peu à ces débats à cette époque-là qui s'organisaient sur Reddit, en disant les gars, il faut faire attention parce que potentiellement c'est dangereux. Là, on arrive à 40-45%. Si on dépasse les 51%, ça ne veut pas dire que tout s'écroule du jour au lendemain, mais ça veut dire que le risque qu'il se passe de mauvaises choses commence à arriver. Et donc là, c'est la même chose avec Convex, faites attention à ce que ça soit pas la même chose. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que le système s'est autorégulé. Plein de gens, et dont moi, puisque moi j'étais chez Dwarfpool au tout début quand je minais de manière très artisanale de mon côté, j'étais chez Dwarfpool, j'ai poussé ma puissance de calcul vers Ethermine. Ethermine qui avait 10 à 12% à cette époque-là de la puissance de calcul est monté à 20-25 et Dwarfpool est redescendu aux alentours de 30-35. Et puis d'autres acteurs sont arrivés, Sparkpool qui malheureusement a quitté l'écosystème pour des raisons X ou Y, et plein d'acteurs sont arrivés. Et aujourd'hui le mining, que ce soit sur Bitcoin ou Ethereum, il y a plus d'une douzaine d'acteurs qui sont relativement importants, ce qui fait qu'il n'y a pas d'influence particulière. Donc c'est une régulation autant de la part de Convex que des gens qui vont bloquer leurs tokens, ou en tout cas dire je vais les attribuer à un tel, faites attention et peut-être aller vers d'autres alternatives. Et surtout, c'est chaque acteur qui vote avec son patrimoine. Ouais. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous faites le choix de déposer votre patrimoine chez Convex, il faut comprendre, et vous avez le droit de le faire, et personne ne vous en empêchera, mais ce que je fais passer comme message, c'est qu'on approche d'une zone relativement dangereuse, et j'invite les gens à réfléchir à des alternatives qui existent, et qui peut-être auront les mêmes retours ou des retours relativement équivalents, en se disant il faut penser global aussi et avoir un peu une responsabilité d'écosystème. Et que je sois clair, ce que je dis n'est pas une attaque de Convex, c'est un excellent protocole, une excellente équipe qui a démontré son sérieux, mais je pense que le mieux pour l'écosystème, c'est de ne pas avoir un acteur majoritaire. Et sur ces questions-là aussi, la deuxième question que j'avais, il y en aura 3 dans ce format-là, donc on est à la deuxième question, qui touche davantage aux institutionnels. On sait depuis quelques mois déjà, et on en a discuté, je mettrai tout ça en description, en fiche, que AAV se concentre aussi sur les institutionnels. Il y a AAV Arc, il y a la V3 d'AAV qui va pointer le bout de son nez. On a appris hier qu'elle serait que vous allez travailler multi-chain, qu'il y aura du XDAI, du XNextChain, qu'il y aura du Realty. Donc en fait, on va mêler les institutionnels, le KYC, et on s'éloigne de fait un petit peu de la DeFi qu'on a connue avant.
qui existera toujours, mais qui commence à onboarder du KYC, de l'institutionnel, et donc encore une fois de s'éloigner peut-être un tout petit peu du principe des cypherpunks de base. Est-ce que tu penses que c'est dangereux ou est-ce que c'est... Première question, donc est-ce que tu penses que c'est dangereux ou est-ce que ça fait partie de l'évolution de la chose? Et deuxième chose, qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent effectivement si la DeFi ne se résume qu'au fait qu'on n'ait pas de KYC et que c'est ça l'une des valeurs ajoutées les plus importantes, c'est qu'il n'y a pas vraiment de valeur au final, parce qu'il y a cette interrogation-là. Du coup, c'est C'est lié. deux énormes questions dans la question, mais je vais essayer d'y répondre de manière succincte. Et, Merci. on sait à quel point c'est dur pour quelqu'un d'aussi bavard que moi, n'est-ce pas? Première chose, je suis en total désaccord avec ce qui avait été dit. Pour moi, Dire la deuxième partie? non, la première La partie, première partie? dans le sens où, en fait, c'est des nouveaux services qui arrivent. Et en fait, j'ai beaucoup de mal, en général, avec les présentations de choses qui sont binaires. Soit c'est complètement sans KYC, soit il n'y a que du KYC, c'est la finance traditionnelle bis. En fait, les choses sont dans un spectre. Le code est binaire, mais laissons ça au code. Il y a différents acteurs dans l'économie qui ont différents besoins et du coup il y a différentes solutions. Pour moi, AV et ses solutions sans KYC, permissionless, donc sans permission, sont voués à continuer, sont voués à grossir. Aujourd'hui, c'est 98% d'AV, genre en chiffres, parce que AV Arc est sorti, il est live, il y a plusieurs institutions qui ont déjà fait des dépôts, il y a déjà des emprunts qui sont mis en place. C'est un marché de l'ordre de combien de millions, si on a une idée? Alors c'est tout nouveau, donc là on est aux alentours entre 10 et 30 millions. Ok. C'est tout nouveau, on est sur une phase d'expérimentation. Bien sûr. Puisqu'on est dans des acteurs comme ça, expérimentation, ça veut déjà plus d'une dizaine de millions, parce qu'on est sur des acteurs qui ont une certaine taille, et du coup, forcément, les chiffres sont plus élevés. Mais on reste sur un test, entre guillemets, donc c'est pour de vrai, ça fonctionne, et c'est live sur une blockchain publique en production, mais on n'est pas encore à l'échelle qui est visée. Bien sûr. Mais c'est sorti, et pourtant les gens qui utilisent AV comme le AV qu'ils ont l'habitude d'utiliser continuent de l'utiliser. Il n'y a pas une page qui est arrivée, montrez votre passeport pour utiliser AV, et a priori c'est pas le but, c'est pas l'objectif. Parce que toutes les personnes qui, au lieu de se dire on va faire différents produits pour différentes audiences, se sont dit ah non, il n'y a que ça qui va fonctionner et il faut faire comme ça. En vrai, ils ont échoué. En vrai, dans l'histoire, moi je peux citer IDEX et ShapeShift. IDEX, c'était vraiment l'ancêtre des échanges décentralisés, bien avant Uniswap, etc. IDEX, du jour au lendemain, ils ont imposé du KYC. Du jour au lendemain, en prévenant, mais pas énormément, on ne pouvait plus trader sur IDEX si on ne montrait pas sa pièce d'identité. ShapeShift, exactement la même chose. Avant ShapeShift, c'était Uniswap avant l'heure, mais c'était vraiment le même fonctionnement et un peu la même expérience qu'Uniswap. Du jour au lendemain, ils ont décidé de faire ça. Ils avaient certainement de bonnes raisons de le faire et puis on ne va pas les juger là-dessus. Mais du jour au lendemain, ils sont passés d'acteurs centraux de l'écosystème à, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu ces noms pour la première fois quand je les ai prononcés il y a quelques secondes. Et ça, c'est quand même relativement dommage. Il existera des versions de la finance décentralisée qui seront à permission. Elles existent déjà. Il y a ARC, Campan de trésorerie. Et ça ne menace pas la couche première. C'est pas la couche première, c'est que Les fondations sont en les fait, mêmes partout. des choses peuvent exister en parallèle, tout simplement. Il y a différents acteurs, il y a différents besoins, il y a différentes zones de confort avec ces choses-là. Et du coup, il y aura différents services. Et je vois pas en quoi c'est choquant. Et sur le fait que la finance décentralisée, c'est que la finance sans KYC, effectivement, si c'était que ça, il n'y aurait pas de plus-value. C'est surtout la finance ou du choix. C'est d'ailleurs pour la première fois de l'histoire financière, on donne le choix et le contrôle aux gens avec leur patrimoine, sans avoir ces intermédiaires qui fonctionnent comme un peu des obstacles qui viendraient filtrer les décisions, etc., ou les possibilités d'investissement. Ça importe les risques et les responsabilités aussi. Ça veut dire que plus de liberté, ça veut dire plus de responsabilité, plus de risques. Mais c'est un choix que beaucoup sont prêts à faire. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des choses qui sont plus efficientes. Donc à service égal, si on retire les commissions des intermédiaires, forcément c'est plus le coût sera moins élevé et la rémunération sera plus élevée.
tout simplement, hein, c'est normal, on retire de la friction, donc c'est plus efficace. Et voilà, moi je suis pas d'accord, la finance décentralisée, KYC ou pas, présente des avantages intrinsèques. Et la dernière question qui touche, pour clôturer ce repas sur un sujet qui sera sujet de 2022. Le prix d'un ticket de métro? Quel est le prix d'un pain au chocolat? Les Français veulent savoir si Marc Zeller connaît le prix du pain au chocolat, mais ils veulent aussi savoir quel regard tu portes sur ce qui nous attend sur cette année concernant la régulation. On a de la régulation européenne, on a de la régulation sur les actifs numériques, sur les stablecoins, sur la DeFi, où on a effectivement nos régulateurs qui s'interrogent sur mettre un KYC, sur peut-être le mettre dans les bons protocoles à l'entrée, à la sortie, sur interdire ou pas les stablecoins, telle forme de stablecoin. Est-ce que ça menace la finance décentralisée? Est-ce que c'est quelque chose qui va permettre justement de protéger Madame Michou, et donc que Madame Michou aille dans la DeFi et que ça permette à Madame Michou et à la DeFi de s'épanouir? Ou est-ce que ça va tuer la finance décentralisée si c'est fait trop vite, trop tôt ou mal fait? Alors moi, c'est l'équivalent français de on ne peut pas remettre le génie dans sa bouteille, enfin ouais, tu vois l'expression, ou le diable dans sa boîte. Je crois qu'en français on peut pas remettre le diable dans sa boîte, dans le sens où la DeFi elle existe déjà. Elle a atteint une masse critique qui est une goutte d'eau par rapport à la finance traditionnelle, mais cette goutte d'eau qui représente plus de 250 milliards, c'est une sacrée goutte d'eau. C'est un fond de verre, quoi. Voilà, c'est un fond de verre, Ouais, c'est quand même. Les gens qui ont expérimenté ça ne pourront plus revenir que à la finance traditionnelle. C'est quand on goûte à certaines choses, on a du mal. Si demain je devais te retirer ton smartphone et te redonner un Nokia 3310, tu aurais pendant une semaine cet aspect un peu hipster, c'est cool, machin, je suis déconnecté et tout. Au bout d'un moment, ça va te manquer, je pense. Et c'est normal. C'est normal pour tout le monde. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que la finance décentralisée, ces mécanismes continueront d'exister sous une forme à l'avenir et continueront de se développer sous une forme à l'avenir. Après, on peut en avoir une vision dystopique ou optimiste. La vision dystopique, c'est que, par exemple, qu'on est dans un échange centralisé de type Binance, Kraken, etc., sans faire de pub, en particulier un protocole plutôt qu'un autre, on ne puisse plus retirer ces fonds vers une adresse qu'on contrôle, mais seulement vers des adresses qui sont des adresses qui appartiennent à des institutions. C'est des choses qu'on a vu arriver et qui ont un peu choqué dans l'écosystème, en Corée du Sud par exemple. Et ça fait peur, puisque l'une des plus-values, c'est que pour la première fois de l'histoire financière, on était l'architecte de son patrimoine en contrôle avec le choix. Et c'est vraiment la finance décentralisée, ça offre d'abord le choix aux gens et la liberté aux gens. Et si on retire ça, pour moi, on retire une grande partie de la plus-value. Donc ça, c'est un peu une vision dystopique. La vision optimiste, c'est de dire il y aura toujours des alternatives. C'est-à-dire que la finance à permission décentralisée va se développer. Et que Madame Michou, je pense qu'il y a peu de chances que dans 5 ans, elle ait un ledger. Parce que c'est relativement technique, qu'elle ait son propre wallet, qu'elle ait son propre nœud validateur sur Ethereum. Je pense que c'est une vision très optimiste, mais qui ne correspond pas à la réalité des choses. On n'a pas tous un serveur informatique chez soi, on ne construit pas soi-même son modem pour se connecter à Internet. Ce serait bien de le faire, j'imagine, mais on a aussi 35 heures de notre vie par semaine, on a d'autres choses à faire pour la plupart d'entre nous, et c'est tout à fait compréhensible. C'est ce que disait Mathéo tout à l'heure. Et tout à fait acceptable en fait. Ça, c'est une chose. Et du coup, Madame Michou, elle passera par Revolut, qui proposera des produits crypto. Elle passera par N26 peut-être, une néobanque d'abord. Swissborg par exemple, Mon Pèlerin, j'en cite plusieurs pour ne pas faire de la pub en particulier. Et peut-être, dans 5 ans, dans 8 ans, en fait la BNP lui proposera, la Société Générale lui proposera. Et en fait ça c'est la vision optimiste dans le sens où à la fois les institutions proposeront ces services, alors forcément il y aura des commissions au milieu, mais je pense qu'on aura des rendements qui seront supérieurs à ceux qu'on a aujourd'hui. Et peut-être des assurances plus simples. Voilà, des assurances, une expérience utilisateur plus simple. Et ça me va, dans le sens où moi je suis plutôt un partisan de la décentralisation, faire soi-même. Mais si on a toujours le choix de faire ses devoirs et de dire à la Société Générale c'est bien sympa, mais moi, maintenant je vais le faire moi-même. Ouais, c'est ça, ouais. Et au lieu de toucher 3,5%, je vais plutôt viser les 5,5 et 6%, parce que toutes les commissions ont disparu et je suis avec les protocoles en interaction directe, avec la responsabilité que ça représente, la difficulté technique que ça représente, mais c'est un choix que je suis prêt à faire. Moi, le choix, c'est le plus important.
Et c'est là où je parlais Et ça, tout à c'est la l'heure vision optimiste. des bases effectivement qui doivent être posées pour pouvoir avoir le choix de le faire l'un ou l'autre. Voilà. Ou BNP, ou une autre banque, ou directement dans le protocole AAV, Et que la base soit la même pour tout le monde. Et ce qu'il faut bien comprendre, et s'il fallait passer un message aux régulateurs qui nous regarderaient, c'est que la vision dystopique, en fait, elle va tuer dans l'œuf une industrie. Et en fait, on aura, c'est un peu comme on voulait faire de l'écologie et on a fait de l'hydrogène ou de l'hybride, au lieu de miser directement sur la voiture électrique. C'est au bout d'un moment où on ferme les centrales nucléaires pour couvrir du charbon derrière. Au bout d'un moment, il faut faire les choses sérieusement. Il faut s'investir dans les choses, soit on le fait, soit on ne le fait pas. Et si on ne sait pas le faire soi-même, il faut avoir l'humilité de dire il y a une industrie qui est naissante, il y aura des échecs. C'est normal, dans la technologie, aujourd'hui personne n'a une Betamax chez lui et il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ne savent même pas ce que c'est une Betamax. Mais on a des lecteurs Blu-ray maintenant, et on a du streaming maintenant. Mais tout ça c'est venu parce qu'on a laissé un petit peu faire l'industrie, développer la technologie. Certes, il y a eu des échecs, certes, il y a des gens qui ont perdu de l'argent, certes, il y a des gens qui ont trébuché sur le chemin. Mais parce qu'on a laissé faire ce mouvement, on est arrivé aujourd'hui à des services qui sont incommensurables par rapport à ceux qu'on connaissait quand on était dans notre enfance. Ouais, et c'est justement effectivement la subtilité qu'il va falloir veiller, et donc on espère que les choix qui seront faits seront respectueux et de Madame Michou et de l'écosystème en place. Tu t'en es bien sorti dans ces 3 questions, c'est bon, tu t'en es sorti dans le format, très intéressant. Merci Marc d'avoir joué le jeu, merci aux invités qui étaient là tout à l'heure, merci à vous d'avoir regardé, j'espère que ce format vous a plu, un format où on rentre progressivement dans cet écosystème qui est aujourd'hui la finance décentralisée, il y en aura d'autres. Si vous souhaitez en apprendre plus, je vous mets dans la description en fiche à droite à gauche différents podcasts, différentes choses qu'on a fait ensemble, différents articles sur Cryptos. Et bien évidemment, Marc, on l'a dit, on le répète, il y a des risques dans la finance décentralisée, des risques de smart contract, des risques de bugs, des risques, certains risques qu'on a évoqués, qu'on évoque dans les podcasts qu'on vous met dans la description. Donc faites attention. Mais en tout cas, c'est un monde passionnant que je souhaitais vous faire découvrir aux côtés de Marc et de nos invités aujourd'hui. Et j'espère que vous en avez compris toute la puissance et que vous allez pouvoir vous y risquer. Je vous mets là aussi dans la description un petit tutoriel pour commencer à vous frotter aux services qu'on a évoqués. Merci beaucoup Marc, c'était très intéressant. Merci et à bientôt.